Dans le webinaire. Nous sommes 342 participants et j'ai l'impression que tout le monde entend correctement. Allez, ok, je vois que c'est parfait. Donc bonjour, je suis Joël Mézaille de l'association ADI. Je me permets d'introduire ce webinaire en vous disant que je suis ravi de vous accueillir pour cette 4e animation qui s'inscrit dans le cadre des web-séries que nous organisons en partenariat avec le Pôle emploi Occitanie. Alors pour rappel, c'est quoi les web-séries? Le concept est très simple, c'est un jour un webinaire pour vous aider à construire, développer et financer votre entreprise. Alors aujourd'hui, on a la chance et la joie d'accueillir Nicolas Sicard, qui est coordonnateur de la relation de service au sein de l'URSSAF Midi-Pyrénées et qui va nous parler pendant une petite heure, voire un peu plus, du statut de la micro-entreprise, mais aussi des différents services d'accompagnement que peut vous proposer l'URSSAF Midi-Pyrénées. Voilà. Alors, avant de laisser la parole à Nicolas, juste vous rappeler, vous dire en quelques mots ce que c'est l'ADI pour ceux qui n'ont pas encore assisté aux différents webinaires. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'il y a certains qui n'entendent pas. Ah, bah écoutez, donc ça vient de la personne qui a un petit problème peut-être de connexion. Donc j'en étais au niveau de l'ADI pour vous dire que l'ADI, c'est une association qui défend l'idée que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais à plusieurs conditions, et notamment à la condition d'avoir accès au crédit et à un accompagnement professionnel. Alors, nous nous adressons, on l'a dit, aux personnes qui sont exclues du système bancaire classique en proposant à la fois des financements qui peuvent aller jusqu'à 12 000 € pour une activité, pour un projet de création ou de développement d'entreprise, et puis jusqu'à 6 000 € pour les personnes qui ont besoin de financement lié à la mobilité. Voilà. Mobilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui veulent retrouver, faciliter le retour vers l'emploi salarié ou se maintenir dans un emploi salarié. Alors, au niveau de l'ADI, on couvre l'ensemble de la région avec un peu plus de 50 points de présence. Et vous le verrez en fin de présentation, vous aurez toutes nos coordonnées pour pouvoir nous contacter si vous le souhaitez. J'ai fait très vite parce que l'ADI, on en parle depuis le début de la semaine et je préfère donner la parole à Nicolas Sicard qui va se présenter et puis qui va dérouler sur le statut de l'auto-entrepreneur. Voilà. Nicolas, c'est à toi. Merci Joël. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que le son est bon pour ma part. Donc, je vais quand même introduire mon propos en remerciant l'ADI et Pôle emploi d'organiser cette semaine et de permettre à l'URSSAF Midi-Pyrénées d'intervenir et de vous présenter aujourd'hui le statut de l'auto-entrepreneur. Donc, on va passer une petite heure ensemble. Vous le noterez au fur et à mesure, je suis extrêmement bavard, raison pour laquelle il se peut qu'on dépasse un petit peu les midis, mais promis, on n'ira pas au-delà de midi 10, j'en prends l'engagement, l'objectif étant que je sois le plus précis, le plus complet possible. Alors, comme convenu avec Joël, on va fixer les règles du jeu dès à présent. Vous êtes nombreux, Joël a rappelé que vous êtes à ce moment 410, 411 à participer à ce webinaire, donc j'imagine que les questions seront nombreuses. Je vais essayer d'y répondre à la volée. Pour autant, et pour les questions auxquelles je ne pourrai pas répondre durant le live, vous avez la possibilité de les poser via le site autoentrepreneur.ursaf.fr et les équipes et les experts de l'ADI se feront un plaisir d'y répondre, les experts de l'URSSAF, pardon. Alors, coordonnateur de la relation de service, c'est mon métier, effectivement, Joël le précisait, et à ce titre, on accompagne les auto-entrepreneurs, créateurs d'entreprises
du territoire Midi-Pyrénées. Et à travers le hashtag URSAF vous accompagne, on va aujourd'hui décliner ce qu'est le statut de l'auto-entrepreneur en 9 points. Le premier, on va voir quels sont vos interlocuteurs, ceux qui vont notamment vous rembourser vos dépenses de santé. On va expliquer ce qu'est votre statut juridique avant de vous présenter quelles sont vos formalités, puisque vous le savez, depuis le 1er janvier 2023, les pouvoirs publics ont institué un interlocuteur unique pour l'ensemble des formalités liées à la création et à la modification de votre entreprise. On parlera de la protection sociale au point 4, puisque avant d'être des cotisants, vous êtes des assurés sociaux et le statut de l'auto-entrepreneur vous permet de bénéficier d'une couverture sociale. On parlera bien entendu du statut de l'auto-entrepreneur puisque c'est le point central de la présentation et on expliquera en différentes étapes quels sont les éléments constitutifs de ce statut. On présentera très rapidement les services en ligne avant de zoomer sur tous les dispositifs dont l'objectif est de vous accompagner dans vos démarches administratives et comptables et surtout de vous aider à surmonter les éventuelles difficultés que vous allez rencontrer. Alors, une première question à laquelle, Joël, je peux peut-être répondre, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, puisque le webinaire est enregistré et vous avez la possibilité de visionner le webinaire en replay. De la même façon, avec Joël, on tient le diaporama à votre disposition et peut-être, Joël, qu'il sera envoyé à tous les participants qui vont suivre cette conférence. Oui, juste, j'étais en train d'écrire sur le chat, mais oui, effectivement, dès demain matin, tous les participants et tous les inscrits de ce webinaire recevront un mail avec la possibilité de revisionner le replay vidéo et puis de télécharger le support qui vous est présenté aujourd'hui. Voilà. Et une première question que Blanes nous posait, est-ce que l'EIRL est une auto-entreprise? Alors l'EIRL, c'est l'acronyme qui veut dire entreprise individuelle à responsabilité limitée. Et avec la réforme du statut du travailleur indépendant depuis 2022, l'EIRL n'existe plus. Donc l'entreprise individuelle à responsabilité limitée n'est plus un statut. Il a été supprimé par la loi relative à la réforme de l'indépendant. Alors, vos interlocuteurs, qui sont-ils? Vous en avez plusieurs et vous avez notamment l'URSSAF et pour vous, cotisants du territoire midi-pyrénéen, l'URSSAF Midi-Pyrénées, auprès de qui vous allez payer l'intégralité de vos cotisations et contributions de sécurité sociale. Vous avez également l'assurance maladie qui va vous rembourser vos dépenses de santé et on détaillera tout à l'heure quelles sont les dépenses de santé qui vont vous être remboursées en distinguant notamment les prestations en nature des prestations en espèces que j'expliquerai. Et enfin, pour la retraite, vous avez donc l'assurance retraite, la CARSAT précisément, pour les artisans, les commerçants et les professions libérales non réglementées, et la CIPAV pour une partie des professions libérales réglementées. Et si vous permettez, je m'attarde 2 petites minutes sur la notion de profession libérale réglementée, que j'ai distingué de la profession libérale non réglementée. Mais ce qui distingue ces deux types d'activités, c'est que les professions libérales réglementées ont un titre qui est protégé et elles sont soumises à des règles déontologiques très strictes, soumises parfois à des contrôles que dispensent et diligentent leur ordre professionnels. Et je vais citer par exemple 2 types d'activités réglementées, profession libérale réglementée, les psychologues et les diététiciens qui donc pour la retraite dépendent de la CIPA. Alors, concernant le statut juridique, il y a souvent une confusion entre ce qu'est la forme juridique, le statut social, le régime fiscal et la nature de l'activité. Et si vous permettez, parce que je comprends qu'il peut y avoir confusion, on va essayer d'expliquer très pédagogiquement les différences entre les notions que je viens de donner. Et alors, vous qui êtes potentiellement en auto-entreprise, vous êtes en entreprise individuelle. Et par entreprise individuelle, on définit ce qu'est votre forme juridique. Et si j'osais, j'opposerais l'entreprise individuelle à la forme sociétale classique d'une société. Et là, pour le coup, votre forme juridique, c'est l'entreprise individuelle et vous exercez en nom propre.
Vous exercez, on l'a vu, sous la forme d'une auto-entreprise. Et par auto-entreprise, on va définir votre statut social. Et parce que vous êtes une auto-entreprise, vous êtes forcément au régime fiscal de la micro-entreprise. Donc, vous relevez du régime fiscal de la micro-entreprise et la micro-entreprise en espèces est votre régime fiscal. Enfin, une fois que vous avez déterminé quelle est votre forme juridique, votre statut social et votre régime fiscal, vous déterminez quelle est la nature de votre activité et que vous soyez artisan, commerçant ou profession libérale, vous pouvez opter pour le régime de la micro-entreprise, pour l'auto-entreprise et de fait pour la forme juridique de l'entreprise individuelle. Alors, parmi les formalités, je disais qu'elles avaient changé. Effectivement, je vous propose de les présenter en 5 étapes, puisque vous le savez, hein, créer une auto-entreprise, c'est relativement simple. Et votre interlocuteur unique pour l'ensemble de vos formalités, c'est l'étape 1, c'est le guichet unique qui a été confié au portail e-entreprise INPI, portail sur lequel désormais vous devez accomplir vos formalités de création. Une fois l'activité déclarée, vous pouvez effectuer vos démarches sur URSSAF, sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr afin de créer votre espace en ligne qui vous permettra de déclarer votre chiffre d'affaires et de payer les cotisations afférentes, mais également, on le détaillera tout à l'heure, d'avoir accès à un volet d'offres de services qui vous permettra de gérer de façon tout à fait autonome votre entreprise. Votre déclaration est envoyée à l'ensemble des partenaires, dont l'URSSAF qui va vous attribuer un numéro de compte cotisant, mais également l'INSEE qui est un partenaire de votre activité. L'INSEE qui, entre 8 à 15 jours suivant votre déclaration de début d'activité, vous attribuera le numéro SIRET avec une notification d'affiliation que l'URSSAF va vous délivrer entre 4 et 6 semaines. Et une fois l'ensemble de ces identifiants obtenus, une fois que les formalités sont faites, vous pouvez démarrer votre activité et du coup, vous pouvez facturer. Une précision importante introduite également par le décret le décret du mois d'avril 2022 qui réforme le statut du travailleur indépendant et également le statut de l'auto-entreprise. Désormais, et c'est obligatoire, vous devez précéder ou faire suivre votre nom et votre prénom de l'entreprise de la mention EI pour entreprise individuelle. Ce qui veut dire que si moi, demain, je devais créer une auto-entreprise, mon auto-entreprise s'appellerait entreprise individuelle Nicolas Sicard ou EI Nicolas Sicard ou alors Nicolas Sicard entreprise individuelle ou Nicolas Sicard EI. Alors, c'est nouveau, hein, vous le notez, depuis le 1er janvier 2023 et c'est une obligation. Alors, pourquoi cette obligation est introduite? Mais puisque avant, pour un auto-entrepreneur, le patrimoine personnel et professionnel était confondu. Ce qui veut dire que vous étiez solidairement responsable des dettes professionnelles. Désormais, avec l'auto-entreprise, vous séparez le patrimoine personnel du patrimoine professionnel et en cas de dettes liées à l'activité, je prendrai par exemple le non-paiement des cotisations sociales, on ne pourrait, entre guillemets, je ne veux pas vous inquiéter, mais on ne pourrait vous saisir que sur les biens professionnels, c'est-à-dire les biens affectés à votre activité professionnelle. On ne pourrait plus saisir les biens personnels. Alors, je vois qu'il y a des questions, hein, puisque en même temps que j'essaie de vous donner ces éléments de précision, je lis le chat. Oui, aucune inquiétude. On va aborder les conditions d'obtention de l'ACRE. On va aborder également les conditions dans lesquelles vous êtes obligé d'ouvrir un compte bancaire. Donc, aucune inquiétude. On abordera tous ces points-là.
Une question peut-être en lien avec ce que je suis en train d'expliquer. Donc, si j'ai déjà été en entreprise individuelle avec un numéro SIRAN, mais vous pouvez conserver le numéro SIRAN. Vous allez conserver le même numéro SIRAN. Ce qui peut changer, c'est la terminaison du numéro SIRET. Donc, c'est les 3 zéros, vous savez, 3 zéros et la terminaison 15, 16, 17 ou 18 par exemple. Et bien, si vous changez d'adresse, le numéro SIRET peut changer. Alors, est-ce qu'on doit mettre la mention EI partout? Oui, exactement. Christine a raison de préciser sur tous les éléments relatifs à votre activité, les cartes de visite, votre site internet, les factures, les devis, tous les éléments qui concernent l'exercice de votre activité, les factures, je le disais, les documents publicitaires, entre autres. Alors, la protection sociale, pour nous, c'est important d'aborder ces éléments-là, hein, puisque je le disais, avant d'être des cotisants, vous êtes des assurés sociaux et vous avez des droits. Et le statut de l'auto-entrepreneur vous confère des droits. On va parler, bien entendu, de l'assurance maladie. Alors, aucune inquiétude, et parce que le temps que nous avons est un peu trop court pour qu'on aborde toutes les prestations. Si vous le permettez, on va zoomer sur deux types de prestations. Les remboursements maladie, donc le remboursement des dépenses de santé, qu'on appelle les prestations en nature, mais également on zoomera sur l'arrêt de travail et les indemnités journalières maladie auxquelles vous pouvez prétendre, ce qu'on appelle les prestations en espèces. Alors, pour le remboursement des dépenses maladie, le remboursement des dépenses de santé, je le précise et c'est très important de l'entendre, vous avez strictement les mêmes droits que n'importe quel salarié. Ce qui veut dire que, comme n'importe quel salarié, si demain vous êtes malade et que vous devez donc engager une consultation médicale auprès de médecins généralistes, le régime obligatoire, donc la caisse primaire d'assurance maladie, vous remboursera à hauteur de 70% de vos dépenses, comme n'importe quel salarié. Si demain, je ne l'espère pas, mais si demain vous devez être hospitalisé, le régime général de sécurité sociale vous remboursera également 80% de vos dépenses comme n'importe quel salarié. La différence, vous l'avez sûrement noté, mais c'est la complémentaire que vous pouvez éventuellement souscrire. Je précise, et parce que c'est super important, que les prestations en nature que je suis en train d'évoquer, vous en bénéficiez quelle que soit la date à laquelle vous avez démarré votre activité. Il ne faut pas justifier de 12 mois d'exercice au sein de cette activité pour bénéficier du remboursement des dépenses de santé. Je précise également que même si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, vous bénéficierez du remboursement des dépenses de santé à hauteur des exemples que je suis en train de vous donner. Différence que j'introduis notamment avec les indemnités journalières et notamment donc les prestations en espèces, puisque contrairement au remboursement des dépenses de santé, le bénéfice des indemnités journalières est soumis à certaines conditions que j'ai listées sur la droite de l'écran, du diaporama. Et parmi ces conditions, c'est que vous devez justifier d'au moins 12 mois d'affiliation continue dans l'activité que vous avez déclarée pour bénéficier des indemnités journalières. Les indemnités journalières, vous l'avez noté, je le disais en introduction et je le confirme, seront versées par l'assurance maladie de votre lieu de résidence après un délai de carence de 3 jours. Ce qui veut dire que si vous êtes malade, les indemnités journalières vous seraient versées à compter du 4e jour, indemnités journalières qui sont versées en moyenne tous les 14 jours. Important parce qu'on a souvent la question, les indemnités journalières que vous allez peut-être percevoir valident vos droits à la retraite et dans le contexte actuel, c'est important de le préciser. Alors, sur quel montant, quelle assiette seront calculées ces indemnités journalières? Très simplement sur la moyenne des 3 derniers revenus cotisés. Pour vous, en l'occurrence, auto-entrepreneur, sur la moyenne des 3 derniers chiffres d'affaires déclarés après abattement. C'est important d'apporter cette précision. Enfin, si votre chiffre d'affaires après abattement est inférieur à 4 399 €, mais malheureusement, vous ne pourrez pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières.
Alors, quelques questions, si vous le permettez, avant d'enchaîner avec la retraite. Alors, c'est effectivement détaillé, j'entends bien ce que dit Delors, mais c'est important d'apporter ces précisions. N'hésitez pas à poser vos questions, et notamment une question que nous pose David concernant l'assurance prévoyance obligatoire. Mais alors là, vous, en tant qu'auto-entrepreneur, voilà, il n'y a pas de prévoyance en tant que tel. Donc, ce n'est pas obligatoire tel qu'on l'entend. On parle ici des indemnités journalières. Et oui, du Plessis, donc c'est 4 399 € par an, effectivement, après abattement, comme je le disais. Comment fait-on avant les 12 mois d'affiliation continuer dans cette activité car on n'est plus salarié? Mais malheureusement, comme je l'expliquais également, si vous ne respectez pas cette condition d'affiliation de 12 mois au sein de l'activité, vous ne pourrez pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières. J'apporte une petite nuance cependant, on tient compte de votre activité précédente. Ce qui veut dire que si vous avez été salarié et que sans interruption, vous créez une auto-entreprise, vous pourrez prétendre du fait de votre ancienne activité salariée au bénéfice des indemnités journalières. Et oui, Jacqueline, on peut être salarié et cumuler son activité salariée avec une auto-entreprise. Alors, concernant la retraite, vous connaissez les échanges qui animent les débats actuels. On va distinguer la retraite de base de la retraite complémentaire obligatoire, risque auquel vous allez cotiser. Et pour la retraite de base, depuis 1973, la retraite de base des indépendants est alignée sur celle des salariés, ce qui veut dire que votre retraite de base, elle va être calculée sur donc, la moyenne de vos 25 meilleures années d'activité, tout régime confondu, et la retraite de base correspondra à 50% de ce revenu déterminé. Concernant la retraite complémentaire obligatoire, elle est calculée en points en fonction des cotisations versées, et on va le voir dans 5 petites minutes, cotisations versées en fonction du chiffre d'affaires que vous allez déclarer. Mais ce qui vous intéresse, j'imagine, c'est de connaître précisément les chiffres d'affaires, le chiffre d'affaires qu'il faut déclarer pour prétendre à la validation des trimestres de retraite. Et donc là, je vous invite à regarder la droite de l'écran parce que vous êtes micro-entrepreneur et effectivement, pour un micro-entrepreneur, le nombre de trimestres validés dépend du montant de chiffre d'affaires. Et c'est important d'introduire cette mention maintenant. Si vous ne déclarez pas de chiffre d'affaires, si vous ne générez pas de chiffre d'affaires, vous ne paierez pas de cotisation, on va le voir. Mais la contrepartie, c'est que vous ne validerez pas de trimestre de retraite. Alors, quelques chiffres pour illustrer mon propos. Pour valider 4 trimestres de retraite sur une année, il faut déclarer, justifier un chiffre d'affaires annuel, je le précise, de 10 284 € et en contrepartie de ce chiffre d'affaires au moins égal à 10 284 €, vous validerez 4 trimestres de retraite. Pour un trimestre de retraite, c'est un chiffre d'affaires annuel de 2 571 €, 2 trimestres 7 713 €, 2 trimestres 7 142 € et enfin 3 trimestres 7 713 €. Alors, on va maintenant s'intéresser au statut de l'auto-entrepreneur et du coup expliquer effectivement quelles en sont les particularités, parce qu'elles sont effectivement nombreuses et propres au statut. Et la première des conditions que vous connaissez par cœur, c'est qu'il y a une condition de chiffre d'affaires que vous ne devez pas dépasser. Et pour une activité de vente de marchandises, de denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, le chiffre d'affaires à ne pas dépasser est de 188 700 €. Pour une activité de prestation de services BIC ou BNC, le chiffre d'affaires à ne pas dépasser est de 77 700 €. Alors, effectivement, je vois qu'il y a la remarque. Les chiffres d'affaires ont changé au 1er janvier 2023 et ont été un petit peu rehaussés par rapport au précédent.
Je précise, parce que c'est important, que ce seuil vaut par année civile et que ce seuil va être proratisé en cas d'année incomplète en début d'activité. Ce qui veut dire que si vous avez que 280 jours d'activité en 2023, année au cours de laquelle vous démarrez votre activité, par le mécanisme de la proratisation, le seuil à ne pas dépasser sera de 101 287 €, ramené bien entendu aux 280 jours d'activité que vous exercez au cours de votre première année civile d'activité. Important également parce que vous êtes nombreux à exercer et à déclarer une activité mixte, activité au sein de laquelle vous faites à la fois de la vente, mais également de la prestation de services. Mais dans ce cadre-là, si vous avez une activité mixte de vente et de prestation de services, le chiffre d'affaires global à ne pas dépasser sera de 188 700 € et la partie relative à la prestation de service devra être maximale de 77 700 € pour la prestation de service. Important également, vous perdrez le bénéfice du régime de la micro-entreprise si votre chiffre d'affaires dépasse les seuils évoqués pendant 2 années consécutives et le changement intervient en cas de dépassement pendant 2 années consécutives. Le changement de régime fiscal, il interviendra au 1er janvier de l'année qui suit le deuxième dépassement. Alors, quelques questions avant de poursuivre, questions auxquelles je peux répondre. Est-ce qu'on peut cumuler le statut de micro-entrepreneur et le statut d'artiste? Oui, Cécile, vous pouvez tout à fait cumuler les deux statuts dès lors qu'on est sur des activités différentes. Je poursuis et je répondrai aux questions, hein, promis au fur et à mesure que je les vois. Donc, les autres conditions quand on est auto-entrepreneur, ben, vous le savez, hein, vous êtes en franchise de base TVA jusqu'à certains seuils qu'on va évoquer, et seuils que j'ai listés dans le diaporama. Franchise en base de TVA, ça veut dire que vous ne facturez pas la TVA à votre client et que vous ne récupérez pas la TVA, encore une fois, jusqu'à un certain seuil. Ce seuil, ils sont écrits, hein, pour la vente de marchandises, il ne faut pas dépasser sur une année civile 94 300 €. Ce qui veut dire que si vous dépassez ce chiffre d'affaires de 94 300 €, ben, vous devenez assujetti à la TVA. Il y a quand même une tolérance. Hein, si vous dépassez, par exemple, sur 2 années civiles consécutives, si votre chiffre d'affaires est compris entre 85 800 € et 94 300 € pendant 2 années civiles consécutives, vous perdez également la franchise de TVA et vous devenez également assujetti à la TVA. Pour la prestation de service, le mécanisme est le même, hein, pour une année civile, 36 500 €. Et si votre chiffre d'affaires pendant 2 années civiles consécutives est entre 34 400 € et 36 500 €, vous perdez la franchise de base TVA et vous devenez assujetti à la TVA. Alors, afin d'appliquer la TVA, hein, si vous basculez et si votre chiffre d'affaires dépasse les seuils que je viens d'indiquer, il vous faudra impérativement contacter les services fiscaux, en l'occurrence le service des impôts des entreprises dont vous dépendez, afin d'obtenir notamment un numéro de TVA intracommunautaire et bien entendu de connaître les taux de TVA qui seront applicables en fonction de votre activité. Autre condition, les débours, donc on va le détailler. Vous le savez, en auto-entreprise, aucune déduction de charges ni amortissement de matériel n'est possible. Ce qui veut dire concrètement, hein, que vous ne pouvez rien déduire de votre chiffre d'affaires. Et on parle bien ici de chiffre d'affaires. Donc, si vous avez des frais afférents à l'activité que vous exercez, eh bien, ils ne pourront pas être déduits de votre chiffre d'affaires, à une exception près, les débours. Alors, les débours, c'est quoi? Ben, c'est l'avance que vous faites pour le compte du client et qui sera remboursé par votre client au centime d'euro près.
Prenons un exemple, le maçon qui aurait besoin de 2 sacs de ciment et de 10 blocs à bâcher pour son activité. Si la facture de l'achat de ce matériel est établie au nom du prestataire, au nom de l'artisan, et si l'artisan souhaite marger sur le matériel qu'il a acheté, à ce moment-là, ça ne pourra pas être intégré au débours et il devra donc indiquer, insérer à son chiffre d'affaires le matériel acheté et refacturé ensuite au client. Maintenant, si le matériel en question, lorsqu'il est acheté, la facture est établie au nom du client et si le prestataire, donc l'artisan maçon, facture au centime d'euro près à son client le matériel acheté, à ce moment-là, les frais engagés pour la réalisation de la prestation de service pourront être neutralisés du chiffre d'affaires et ne seront pas donc intégrés à ce chiffre d'affaires et n'augmenteront pas artificiellement le chiffre d'affaires qui n'intégrera du coup que la prestation de service. Donc c'est important dans ce cas de figure-là de bien prendre en compte cette notion de débours et de facturer, d'établir la facture au nom du client et de ne pas donc marger sur les frais qui seraient engagés. Alors, les formalités, on a vu une partie, vous avez vu, je vous le disais, que le site officiel pour l'ensemble de vos formalités, c'est Procédure INPI, sur lequel vous allez donc effectuer votre création, modification ou radiation d'activité. INPI Procédure qui remplace, je ne l'ai pas dit, mais j'apporte la précision maintenant, les anciens centres de formalité des entreprises, que sont les chambres de métiers, les chambres de commerce ou alors la MSA pour le régime agricole. Donc, un seul interlocuteur pour toutes vos formalités liées à la gestion administrative de votre auto-entreprise et la déclaration de votre activité vous permettra de figurer obligatoirement sur le registre national des entreprises, registre sur lequel sera donc notifiée votre activité, votre entreprise, registre qui remplace, je le disais, les anciens registres que sont le répertoire du métier ou alors le registre du commerce. Et ce n'est qu'après avoir accompli ces formalités et après que votre activité ait été validée par les valideurs sont les organismes comme les chambres de métiers qui vont valider le droit d'exercer l'activité, que votre numéro SIRET vous sera communiqué par l'INSEE. On l'a vu, entre 8 et à 10 jours après la déclaration de votre activité. Alors, parmi les obligations, c'est important parce que j'ai vu qu'il y avait la question et donc je vais y répondre. Vous avez entendu qu'il fallait ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Oui, c'est une réalité. Si votre chiffre d'affaires dépasse 10 000 euros pendant 2 années consécutives. Et à cette condition, vous êtes dans l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Vous avez bien entendu ce que je disais, compte bancaire dédié à l'activité professionnelle, ce n'est pas forcément un compte bancaire professionnel, ça peut être un compte courant sur lequel ne circulent que les dépenses engagées dans le cadre de votre activité professionnelle. Cependant, le conseil que nous vous donnons, c'est d'ouvrir dès le début de votre activité un compte bancaire qui sera dédié à l'activité professionnelle et sur lequel vous pourrez recenser donc, le dépôt de vos recettes, les dépenses effectuées et engagées dans le cadre de votre activité, le paiement de vos charges et l'obtention d'un crédit. Mais pour l'obtention de crédit, je vous renvoie donc vers notre partenaire Adi qui vous expliquera comment pouvoir bénéficier d'un crédit. Alors, pas possible la motion EI sur un compte perso. Alors, oui, effectivement, sur le compte perso, la mention EI, comme c'est un compte courant dédié à l'activité professionnelle, n'est pas intégrée. Mais pour le coup, la mention EI doit figurer, comme je vous le disais, sur tous les documents externes, à savoir les factures, les devis et autres documents publicitaires, également sur un site internet, si vous en avez un. Alors, j'ai Pascal qui dit « ça dépend des banques ». Oui, effectivement, nombreux sont ceux d'entre vous qui nous ont déjà alertés sur le fait que certains établissements bancaires vous obligent à ouvrir un compte bancaire
professionnel. La Caisse nationale des URSSAF s'est rapprochée de la fédération du réseau bancaire afin d'enlever cette obligation que certaines banques vous imposent. Et je redis ce que j'expliquais précédemment. Vous êtes dans l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié, je dis bien dédié, à l'activité professionnelle uniquement si votre chiffre d'affaires est supérieur à 10 000 euros pendant 2 années consécutives. Autre obligation, celle-ci pour le coup est très peu connue, c'est l'obligation de désigner un médiateur à la consommation. C'est très peu connu, mais c'est une obligation, vous le notez, hein, depuis le 1er janvier 2016. Et si vous avez des clients particuliers, vous devez obligatoirement désigner un médiateur à la consommation afin que vos clients puissent y accéder gratuitement. Donc, c'est un service que vous devez proposer gratuitement à vos clients, je le disais, et seul votre client peut décider de cette démarche initiale de conciliation si, par exemple, il est mécontent de la prestation que vous auriez réalisée. Alors, ça a un coût hein, que de choisir un médiateur à la consommation. Vous avez 2 possibilités, soit un paiement forfait global annuel entre 25 et 50 euros d'abonnement et ensuite 100 euros en plus par action de médiation, ou alors un paiement à l'acte de médiation qui vous coûtera entre 150 et 300 euros par acte. Le médiateur que vous devez choisir doit obligatoirement être reconnu par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation. Et vous pouvez retrouver la liste des médiateurs à votre disposition sur le site CECMC. Et le médiateur que vous choisirez, eh bien, vous devrez indiquer son nom ainsi que ses coordonnées, adresse postale et site internet s'il en a un, sur vos conditions générales de vente ou de service, votre site internet si vous en avez un, vos bons de commande et enfin tout autre moyen approprié à l'absence de tel support. Mais une question que nous pose Baysen, effectivement, il y a un risque hein, si vous n'optez pas pour un médiateur à la consommation, eh bien, vous risquez une amende. Alors, je n'ai pas le montant de l'amende, mais pour vous prévenir du risque et du paiement de cette amende, optez pour un médiateur à la consommation. Alors, ce qui vous intéresse, bien entendu, ce sont les taux de cotisation. On va en distinguer plusieurs et on va commencer, si vous le permettez, par les cotisations sociales. Alors, quelles cotisations? Vous avez la liste à droite de toutes les cotisations et les taux qui s'affichent. Donc, on va ici appliquer, pour calculer le montant de vos cotisations, on va ici appliquer le taux de cotisation à votre chiffre d'affaires. Et on parle de chiffre d'affaires encaissé, celui que vous avez perçu et pas le chiffre d'affaires facturé. Donc, plusieurs possibilités pour payer vos cotisations. On va distinguer 2 types de périodicité. La périodicité mensuelle et la périodicité trimestrielle, donc soit au mois, soit au trimestre. Et le conseil que nous vous donnons, surtout si vous bénéficiez des indemnités chômage que peut vous verser Pôle emploi, c'est d'opter dès le début de votre activité pour une périodicité mensuelle. C'est très important afin que vos droits soient actualisés le plus rapidement possible. Autre cotisation, contribution que vous allez devoir appliquer à votre chiffre d'affaires, c'est la formation professionnelle et le taux varie et est différent selon que vous soyez artisan, commerçant ou profession libérale, réglementée ou non réglementée, avec un taux qui sera également appliqué à votre chiffre d'affaires. Alors, le paiement de cette contribution à la formation professionnelle vous donne bien entendu le droit de bénéficier de la prise en charge de tout ou partie d'une formation professionnelle. Prise en charge qui sera effective si votre chiffre d'affaires est positif au cours des 12 derniers mois d'exercice. Et en contrepartie de cette condition, vous pourrez prétendre, et j'insiste, au financement de tout ou partie de la formation professionnelle. Il vous sera demandé pour justifier de vos droits d'une attestation à la formation professionnelle qui sera disponible chaque année à l'issue de votre dernière période déclarative, à savoir le 4e trimestre si vous avez opté pour la
périodicité trimestrielle ou au mois de décembre si vous êtes sur une périodicité mensuelle. J'ai vu qu'il y avait la question et je vais y répondre. Est-ce qu'on peut changer de périodicité? Bien entendu, hein, vous pouvez changer de périodicité. Alors, non pas en cours d'année, mais en faire la demande en cours d'année pour une prise d'effet au 1er janvier qui suit. Donc, si vous souhaitez changer de périodicité maintenant, ben, ça prendra effet au 1er janvier 2024. Et oui, pour la formation professionnelle, vous faites obligatoirement partie de l'un des secteurs d'activité qui sont affichés à l'écran, artisans, commerçants, profession libérale réglementée ou profession libérale non réglementée. Alors, on va enchaîner très vite sur la suivante, on va la reprendre. Et vous le savez, quand on est auto-entrepreneur, vous avez la possibilité d'opter pour le versement libératoire de l'impôt, ce qui veut dire que vous payez l'impôt à la source et qu'il y a un taux de cotisation supplémentaire qui va être appliqué à votre chiffre d'affaires. Alors, ce n'est pas une obligation, hein, c'est une option, une possibilité qui vous est donnée d'opter pour le versement libératoire de l'impôt, dont le taux varie en fonction de l'activité. Et là, pour faire très très simple et pour pas non plus vous surcharger d'informations, je vous donne un conseil qui est évident et que vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas imposable, n'optez pas pour le versement libératoire de l'impôt. Ça conviendrait à dire que vous allez payer de l'impôt alors que vous n'êtes pas imposable. En début d'activité, peut-être, laissez votre activité évoluer et peut-être faire un bilan avec les services de l'URSSAF au bout de 12 à 18 mois d'activité afin de savoir s'il est opportun pour vous d'opter pour le versement libératoire de l'impôt. Et le conseil que je vous donne en plus de cette information-là, c'est de procéder à des simulations sur le site www.impôt.gouv afin de connaître l'option la plus adaptée à votre situation personnelle et de vérifier si le choix de l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu est opportun dans le cadre de votre activité. Alors, les suites des cotisations, la taxe pour frais de chambre, et vous allez voir qu'après, c'est fini, on ne parle plus de contributions et de cotisations. Vous allez devoir également vous acquitter de la taxe pour frais de chambre qui finance les chambres de métiers et les chambres de commerce et que l'URSSAF est chargée de recouvrer avec, comme pour les précédentes explications, des taux qui seront appliqués à votre chiffre d'affaires en fonction de l'activité que vous allez exercer. Important également d'indiquer que vous êtes exonéré de la taxe pour frais de chambre la première année civile d'activité, c'est-à-dire de la création jusqu'au 31 décembre de la même année. Enfin, si votre chiffre d'affaires de l'avant-dernière année est inférieur à 5 000 €, vous êtes également exonéré de la taxe pour frais de chambre. Et sachez que l'URSSAF Midi-Pyrénées peut vous accompagner pour déterminer si vous pouvez prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe pour frais de chambre consulaire. Alors, on a vu qu'il y avait la question, vous êtes auto-entrepreneur et vous pouvez prétendre au bénéfice de l'exonération ACRE en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, j'ai encore une fois, le diaporama sera mis à votre disposition. J'ai listé les conditions d'éligibilité à l'exonération ACRE et les justificatifs que vous allez devoir fournir. Et si, par exemple, vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, eh bien, vous pouvez prétendre au bénéfice de l'exonération ACRE. On va voir ce que cela implique en termes de cotisation et d'exonération. Et dans ce cas-là, il vous faudra produire la notification d'ouverture de droit ou le dernier titre de paiement que vous délivre Pôle emploi. Pour bénéficier de l'exonération ACRE, en plus de ces premières conditions, il y a des conditions complémentaires. La première, c'est que vous ne devez pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes votre activité, pour une activité précédente par exemple, et avoir respecté un délai de carence d'1 année civile en cas de reprise d'activité. Alors, très simplement, pour demander l'ACRE, il faut remplir ce formulaire
que vous pouvez télécharger sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, qui est très simple à remplir. J'ai simplement mis l'image du formulaire afin que vous puissiez la visualiser. Et le formulaire, une fois complété, devra être envoyé accompagné des justificatifs à votre URSSAF afin que soit intégrée l'exonération à votre compte cotisant. Alors, l'exonération ACRE, elle porte sur quelle période? Mais elle porte sur le trimestre au cours duquel vous allez commencer votre activité, plus jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit ce début d'activité. Prenons 2 exemples. Le cotisant qui aurait démarré son activité le 20 janvier 2023, donc c'est au cours du 1er trimestre 2023, il bénéficiera de l'exonération ACRE, donc le trimestre au cours duquel il démarre, plus les 3 trimestres qui suivent son début d'activité, et il bénéficiera de l'exonération ACRE jusqu'au 31 décembre 2023. De la même façon, un cotisant qui démarrerait le 25 mars 2023, il bénéficiera de l'exonération ACRE le trimestre au cours duquel il démarre, plus les 3 trimestres qui suivent. Ce qui veut dire jusqu'au 31 décembre 2023. Et si on démarre le 20 janvier ou le 25 mars, eh bien, la fin de l'exonération sera la même. Raison pour laquelle, c'est un conseil qu'on peut vous donner peut-être, il est préférable de démarrer au plus tôt dans le trimestre afin que l'exonération ACRE vous soit le plus bénéfique possible. Bénéficier de l'exonération ACRE, c'est disposer de taux réduits durant la période que j'évoquais, les taux qui figurent à l'écran et qui sont déterminés en fonction de l'activité que vous allez exercer, bien entendu. Alors, ne les connaissez pas par cœur, hein. Repérez simplement la ligne qui vous correspond et pour déterminer quel va être le montant de vos cotisations la première année, et vous appliquez ce taux ACRE à votre chiffre d'affaires si vous le connaissez, bien entendu. Aucune inquiétude. Alors, je sais, vous le dites, vous êtes nombreux à le dire, ça va vite, il y a beaucoup d'infos, mais il nous paraissait important de vous donner ces infos à ce stade-là. Encore une fois, aucune inquiétude. Je vous proposerai à la fin un dispositif qui vous permettra d'être accompagné plus sereinement par les services de l'URSSAF et qui vous permettra de reprendre toutes les infos que je vous donne. Aucune inquiétude. Alors, les modalités de déclaration et de paiement, je vous l'ai dit, soit on opte pour un paiement mensuel ou un paiement trimestriel. Le conseil que je vous donne, et je le redonne, c'est d'opter pour le paiement et la déclaration mensuelle. Et vous avez la possibilité de ne pas réaliser de chiffre d'affaires. C'est tout à fait possible. Et si vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires, vous êtes obligé malgré tout de le déclarer à l'URSSAF afin de ne pas être pénalisé. C'est important de le préciser. Alors, le statut de l'auto-entrepreneur, il n'est pas éternel. Hein. Alors, il est efficace pour ceux qui vont en bénéficier, mais vous pouvez, il y a eu la question, hein, mais vous pouvez effectivement en changer. Voilà. Vous démarrez sous la forme d'une auto-entreprise et vous changez de statut s'il ne convient plus à l'exercice de votre activité, notamment si vous changez de régime fiscal et si vous basculez dans un régime réel d'imposition. Mais dans ce cas-là, vous perdrez le bénéfice de la micro-entreprise. Si vous dépassez les seuils, on l'a vu tout à l'heure, vous perdez également le bénéfice de la micro-entreprise. Enfin, si votre chiffre d'affaires est égal à 0 pendant 24 mois consécutifs, vous perdrez également le bénéfice de la micro-entreprise. Enfin, si vous cessez d'activité, les cotisations ne seront pas régularisées et vous perdrez également le bénéfice de ce régime. Alors, les services en ligne, on l'a vu, donc on a évoqué les prestations, on a évoqué quelles étaient les particularités du régime de l'auto-entrepreneur. Les services en ligne, en quelques mots maintenant, donc 2 outils extrêmement performants pour digitaliser la déclaration de votre chiffre d'affaires et l'ensemble de vos formalités. Le premier, c'est le site que vous connaissez, autoentrepreneur.ursaf.fr, qui vous permet gratuitement de créer votre espace en ligne afin de gérer en toute autonomie l'ensemble de vos problématiques liées à l'auto-entreprise, ou alors, pour ceux qui sont à l'aise avec cet outil-là,
l'application mobile disponible sur Play Store et Apple Store que vous pouvez télécharger et qui vous permet, comme pour le site internet, de gérer en toute autonomie vos formalités. Alors, on ne va pas vous convaincre sur l'efficacité de ces dispositifs, simplement vous dire que 95% des auto-entrepreneurs déclarent et paient en ligne. Voilà, et important également de vous dire que déclarer et payer en ligne, c'est une obligation. Le site internet vous offre d'autres possibilités, notamment on vous alerte pour vous annoncer l'ouverture de la déclaration en ligne avant chaque échéance. Vous pouvez retrouver l'historique de toutes vos déclarations si vous en avez besoin. Vous avez accès à une messagerie personnalisée pour poser des questions et notamment prendre rendez-vous avec l'URSSAF. Vous gérez, je le disais, votre compte cotisant en toute autonomie. Et enfin, et parce que c'est important, vous pouvez télécharger toutes vos attestations notamment relatives à la formation professionnelle, qui vous permettra de justifier d'un chiffre d'affaires positif afin de prétendre au financement de toute ou partie de votre formation professionnelle. Alors, je sais que voilà, est-ce qu'on peut faire les factures sur le site internet de l'URSSAF? Non, non. Ce site internet ne vous permet pas d'établir vos factures maintenant, parce que la question est importante. On vous met à votre disposition un facturier que vous pouvez utiliser pour établir vos factures. Alors, on sait, hein, la vie d'un auto-entrepreneur et d'un travailleur indépendant en général n'est pas long fleuve tranquille. Il se peut que vous rencontriez des difficultés de trésorerie au cours de votre activité. Sachez que là aussi, l'URSSAF souhaite vous aider et vous accompagner afin de vous aider à surmonter ces difficultés avec un volant de dispositifs parmi lesquels je cite l'action sociale du CPSTI, alors Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, qui vous propose 4 dispositifs de nature à surmonter les difficultés conjoncturelles ou structurelles auxquelles vous pourriez être confronté. Je vais citer 2 mesures emblématiques de ces dispositifs. La première, c'est l'aide aux cotisants en difficulté, qui est une aide financière pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations et des contributions sociales personnelles. Ce qui veut dire que si vous avez des difficultés, l'action sociale peut vous aider à payer une partie de vos cotisations sociales. De la même façon, la deuxième aide, l'aide financière exceptionnelle, qui est une aide financière comme son nom l'indique et qui vous sera allouée si vous rencontrez des difficultés ponctuelles qui menacent la pérennité de votre entreprise. Alors, pour bénéficier de ces 2 dispositifs, c'est très simple. Il y a des conditions, vous vous en doutez. Parmi ces conditions, il vous faut avoir 12 mois d'activité et avoir effectué un premier paiement. Voilà. Et pour retrouver ces dispositifs, vous allez sur le site ursaf.fr ou autoentrepreneur.ursaf.fr. Également, le site sécu-indépendant.fr qui est référencé dans le diaporama afin de solliciter l'un de ces dispositifs. L'action sociale du CPSTI, donc c'est une commission qui représente les travailleurs indépendants, qui décide de l'octroi de ces aides. Aides, je le précise, qui ne sont pas imposables fiscalement et qui ne sont pas soumises à cotisation sociale. Aides également, c'est important, qu'on ne vous demandera pas de rembourser. Voilà, c'est des précisions que je souhaitais apporter. Vous avez en complément des aides du CPSTI, donc des aides que propose l'URSSAF, l'action sociale de l'assurance maladie et de l'assurance retraite, vers qui je vous invite à vous diriger si vous rencontrez des difficultés relatives à l'accès aux soins, à la perte de salaire pour l'assurance maladie ou alors en situation de rupture si vous êtes retraité et en cumul d'activité. Alors, est-ce qu'on peut créer 2 micro-entreprises en même temps? Non, on peut procéder à une adjonction d'activités, c'est-à-dire avoir une activité principale et une activité secondaire, mais ça ne constituera qu'une seule et même entreprise, qu'une seule et même auto-entreprise. Alors, autre dispositif qui est de nature à vous aider à surmonter les difficultés, c'est le dispositif
Help qui accompagne les assurés en cas de multi-difficultés. C'est-à-dire que si le paiement de vos cotisations met en difficulté la prise en charge de vos dépenses de santé, l'étude de vos droits, vos prestations sociales, notamment pour les allocations familiales ou vos droits liés à la retraite, vous pouvez recourir à ce dispositif Help et d'une façon très simple, j'ai mis le lien dans le diaporama. Rendez-vous sur le site help-ursaf.fr afin de demander l'accès à ce dispositif qui est gratuit et qui, encore une fois, implique les organismes de sécurité sociale dans un mode de communication partenariat. Donc, ne restez pas isolés. Contactez-nous si le paiement de vos cotisations met en difficulté l'octroi de vos prestations santé ou retraite ou familiale, puisque tous les organismes de sécurité sociale sont impliqués dans le dispositif Help. Alors, je vous le disais, et on va peut-être conclure avec cette information, voilà, beaucoup d'infos, on en convient, c'est extrêmement dense, mais sachez que l'URSSAF Midi-Pyrénées a lancé depuis le mois de mai 2021 l'offre Tremplin Créateur, qui est une offre complètement gratuite qui s'adresse à tous les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs de surcroît du territoire Midi-Pyrénées. C'est une offre qui vous accompagne pendant les 12 premiers mois d'activité et on vous propose 2 types d'accompagnement. Le premier, au plus près de la création de votre activité, au cours duquel, création de votre activité, on va vous proposer un rendez-vous individuel avec l'URSSAF. Vous pouvez également solliciter un rendez-vous téléphonique. Vous pouvez participer aux nombreux webinaires que nous organisons à destination des auto-entrepreneurs. Donc, un accompagnement au plus près de votre activité, de votre début d'activité avec l'offre Tremplin Créateur. Et enfin, le suivi au cours des 12 premiers mois d'activité, c'est-à-dire qu'on va vous contacter, on va avoir une démarche proactive aux étapes clés des 12 premiers mois d'activité. Un exemple très concret, vous rencontrez des difficultés de trésorerie, sachez que l'URSSAF identifie la difficulté que vous rencontrez et vous contacte afin d'étudier avec vous la nature des difficultés rencontrées et vous proposer, pourquoi pas, certains des dispositifs que j'évoquais précédemment, soit l'action sociale, soit le dispositif Help. Je précise parce que je pense qu'on a la question et parce que c'est super important, c'est complètement gratuit. Donc, vous avez certainement reçu, pour ceux qui ont démarré leur activité, vous avez certainement reçu un passeport qui faisait la promotion du dispositif Tremplin Créateur. Pour ceux qui n'auraient pas fait attention à ce passeport et pour ceux qui vont créer prochainement, je vous invite à vous rendre sur le site créateur.ursafmipi.fr afin de bénéficier encore une fois gratuitement de l'accompagnement de l'URSSAF Midi-Pyrénées au cours des 12 premiers mois d'activité. Alors enfin, toujours plus d'accompagnement, mais alors quelques éléments complémentaires. Le site ursaf.fr si vous le souhaitez, un site qui doit être important et que vous devez impérativement consulter et sur lequel vous devez créer votre espace en ligne, c'est le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. La chaîne YouTube de l'URSSAF sur laquelle vous retrouvez des tutos relatifs notamment à la protection sociale, des tutos relatifs au paiement des cotisations, des tutos relatifs à la gestion de vos dépenses de santé. Et je vous invite en réseaux sociaux bonus à vous abonner au compte Twitter de l'URSSAF Midi-Pyrénées et au compte LinkedIn de l'URSSAF Midi-Pyrénées afin de vous tenir au courant des événements que nous serions amenés à organiser à votre destination, bien entendu, webinaires gratuits, encore une fois, conférences, masterclass, ateliers en partenariat avec l'ADI, Pôle emploi ou d'autres partenaires qu'on sera ravis d'organiser. Je reprends la main. Ouais, je te laisse poursuivre. Je vais voir peut-être quelques questions et il y en a beaucoup auxquelles je n'aurais pas répondu et essayer d'en répondre à certaines à la volée juste après. Non, je fais très vite. L'important, c'est d'essayer de répondre au maximum de questions. Pour vous rappeler qu'on a un dernier webinaire demain avec Google Atelier Numérique pour avoir une présentation de leur offre de service et notamment comment booster mon projet avec Google.
Il y a beaucoup d'inscrits. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour ce webinaire, vous pouvez le faire en allant sur www.adi.org et vous recherchez nos ateliers et vous trouverez le lien d'inscription. Nicolas, je te laisse peut-être répondre aux questions parce qu'il y a eu beaucoup de questions pendant tout le webinaire. Alors, avant que Céline m'engueule, parce qu'elle a posé la question et je n'ai pas répondu, et je m'excuse Céline. Alors, concernant la visite médicale, je parlais, Céline, des cotisants qui exercent en nom propre et qui n'ont pas de salariés. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de salariés, vous ne devez pas effectivement payer une contribution pour la visite médicale. Et ce n'est que si vous avez décidé d'embaucher un salarié, et auquel cas, moi, je vous conseille, si vous embauchez un salarié, de changer de statut et de ne plus basculer sur le régime de l'auto-entrepreneur. Si vous changez de statut et que si vous embauchez un salarié, ce n'est qu'à ce titre-là que vous devez effectivement payer une cotisation pour la visite médicale. Joël, pardon, je t'ai coupé. Non, pas du tout. J'ai mis juste la slide si jamais on veut contacter l'ADI, mais tu peux continuer à répondre, c'est le plus important. L'ADI, les infos, ils les ont eu depuis le début de la semaine. Alors oui, non, je rassure ceux qui sont inquiets pour moi. Je n'ai pas soif. C'est pas encore l'heure de l'apéro, mais je vous promets que je boirai un coup à votre santé. Voilà, j'espère que ces infos ont été claires. Alors, je vais essayer d'en prendre quelques-unes, si vous permettez. Alors, je remercie quand même ceux qui soulignent la qualité de notre intervention, même si elle est relativement dense. Je vous le concède. Qu'est-ce qu'il y a comme question auquel je pourrais répondre? Est-ce que quand on ne valide pas les cotisations retraite pour le CA, elles sont validées par les indemnités chômage? Oui, la première année, je le précise, les indemnités dont vous pouvez bénéficier de Pôle emploi vous permettent la validation de vos trimestres de retraite. Doit-on payer la cotisation à la médecine du travail? Alors, j'ai répondu, si vous n'avez pas de salarié, non. Et si vous avez des salariés, changez de régime, parce que pour le coup, le régime de l'auto-entrepreneur n'est plus du tout adapté à l'exercice de votre activité. Concernant le statut des artistes-auteurs, anciennement géré par la Maison des artistes, est-il équivalent au statut de l'auto-entrepreneur? Absolument pas. Alors, autant je disais en introduction, Sandrine, qu'on pouvait cumuler une auto-entreprise avec le régime artiste-auteur, autant on ne peut pas être artiste-auteur et être en micro-entreprise. Ce sont deux statuts complètement différents. Mais je vous rassure, Sandrine, je ne sais pas si c'est vous qui avez posé la question, mais vous pouvez effectivement avoir deux types d'activités, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, des noms d'organismes. Alors, pour la retraite complémentaire, vous allez voir, c'est relativement simple, hein. Je vous disais que pour la retraite, vous avez deux types de prestations, la retraite de base et la retraite complémentaire. Vous me demandez des noms d'organismes. Alors, c'est très simple, ne vous embarrassez pas avec ça. Comme ce sont des risques auxquels vous allez cotiser obligatoirement, que ce soit la retraite de base ou la retraite complémentaire, vous cotisez obligatoirement auprès de l'URSSAF à ces risques, et c'est la CARSAT, donc l'assurance vieillesse, qui est chargée ensuite de reconstituer votre retraite de base et retraite complémentaire. Alors, l'accompagnement tremplin créateur fonctionne-t-il quand on est artiste-auteur? Alors non, pourquoi? Parce que ce n'est pas l'URSSAF Midi-Pyrénées qui gère le statut des artistes-auteurs, c'est l'URSSAF du Limousin, et l'URSSAF du Limousin propose un dispositif équivalent. Alors, je sais que vous êtes peut-être nombreux à nous suivre et à exercer votre activité en Languedoc-Roussillon, et voilà, comme tremplin créateur à Midi-Pyrénées, les cotisants de Languedoc-Roussillon peuvent bénéficier du même type d'accompagnement. Je regarde. Une question sur les agents co. Le statut d'agent co est-il possible en auto-entreprise? Oui, on peut effectivement. Alors, on ne parle pas d'agent général d'assurance, on parle d'un intermédiaire, effectivement, donc agent commercial en assurance, et on peut effectivement être auto-entrepreneur pour l'activité d'agent co. Il y a une question entre le BIC et le BNC. Comment choisir entre BIC et BNC? Ben, très simplement, BIC pour bénéfice industriel et commercial, c'est le régime fiscal des artisans et des commerçants. BNC pour bénéfice non commercial, régime fiscal des professions libérales. Donc, c'est en fonction de votre activité
que vous dépendez de l'un ou l'autre des régimes fiscaux. Deux, trois dernières questions, après on arrêtera. J'ai deux questions. Quelle catégorie pour une chambre d'hôte? Et puis l'autre question, c'est peut-on créer une auto-entreprise si on a déjà fermé une? Et quel est le délai pour en rouvrir une? Alors oui, vous pouvez, avant il y avait un délai de carence qui n'existe plus, donc vous pouvez démarrer une auto-entreprise même si vous en aviez une précédemment et sans aucun délai de carence. Donc vous pouvez arrêter par exemple en décembre 2022 si vous êtes maçon, plaquiste ou cuisinier et démarrer au 1er janvier 2023 pour la même activité sans aucun délai de carence. Je le précisais tout à l'heure, hein, le délai de carence s'apprécie uniquement pour le bénéfice de l'exonération ACRA. Mais vous pouvez démarrer une entreprise sans délai de carence. Ok, il est 12h05, on va peut-être clôturer le webinaire. Vous allez le retrouver, ce webinaire, de toute façon, sur le replay que vous recevrez à partir de demain matin. Et puis, vous avez toute liberté, Nicolas Sicard vous l'a expliqué, de contacter l'URSSAF sur les différents sites que vous avez en visuel actuellement. Est-ce que c'est bon pour toi, Nicolas? Oui, alors Ouais. pour conclure, peut-être remercier tous ceux qui nous ont suivis, qui ont posé des questions, et pour pas qu'il y ait de frustration encore une fois, hein, et on s'engage à répondre vraiment à toutes vos questions. Allez sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc pour ceux qui ont un compte en ligne, passez par votre compte en ligne. Pour les autres, posez votre question en mode non connecté, bien entendu, et on s'attachera à répondre exhaustivement à toutes les questions que vous posez. Donc ne restez pas sans réponse. Et vous l'avez noté, hein, l'offre Tremplin Créateur qui vous permettra de bénéficier d'un accompagnement gratuit donc sur les 12 premiers mois de votre activité. Parfait, merci beaucoup Nicolas. Et pour ma part, je vous retrouve demain avec Google Atelier Numérique pour un dernier webinaire. Je vous remercie, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.